Alors peut-être dans le discours, le plus grande faute, c'est de parler comme si on écrivait. Effectivement, c'est le critère d'une certaine réussite, mais c'est une sorte d'ignorance apprise, comme docta ignorantia. Ce que je porte plus, effectivement, dans le sens précis de la théologie négative, c'est une chose très précieuse. C'est une sorte de tabula rasa, donc un certain nirvana, je suppose, mais ignorance apprise, dans mon sens, c'est un peu métaphorique. Qui voudra dire que quelqu'un qui a des cultures, qui a non pas des dons naturels, vraiment un acquis, un bagage conceptuel, et les procédés surtout, comme les outils conceptuels, soit schématiques, et graduel, c'est-à-dire avec les petites nuances, ces outils qui se diversifient selon les auteurs qu'on a lus, étudiés, etc. C'est ça. Ignorance qui viendra d'un certain enfermement livresque. Et à la fois, grand avantage, parce que vous parlez dans votre monde, dans votre vocabulaire, que vous avez appris à manipuler, et vous en variez idéation, le mouvement d'idéation, effectivement, soit flottant, soit dans l'horizon, soit vous choisissez un parcours. Voilà. Il y a plusieurs procédés, méthodes. Vous pouvez être d'un jour sceptique, l'autre jour dogmatique, et vous pouvez feindre des choses dans le discours. Effectivement, il y a l'ironie affirmative, négative. Il y a plusieurs sortes de rhétorique. Et vous, si vous en maîtrisez tout, effectivement, vous êtes comme une chorale, comme disait à partir de Diderot, n'est-ce pas? Vous êtes le paradoxe même du comédien, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. On ne peut pas dire simplement que vous êtes une fourberie, vous êtes une frivole, vous souffrez de la frivolité, d'une certaine frivolité, et vous n'êtes pas encore autonome, justement. On vient à Kant, et ode sapere, penser par soi-même, vous n'arrivez pas encore. Donc vous êtes incapable à un cogito, vous êtes dans le caverne platonicien. Très bien, si quelqu'un de jeune, un peu inculte, qui a du courage, me faisait cette rapproche, si j'avais cette possibilité de faire une rencontre avec un apprenti, un novice bavard et courageux, qui braverait contre moi, sans faire une descente, sans faire trop de charges, sans violence, mais avec n'est-ce pas, quand même, minimum d'écoute et de réponse ou d'apostrophe et le temps d'attendre une réponse réfléchie, etc. Effectivement, j'aimerais bien me dialoguer. Et je peux construire un dialogue par écrit. Et en parallèle, j'en construis. Et j'en donne souvent, comme une professionnelle, des noms. Quand je dis dialogue, je cite Diderot, mais je ne reste pas là. Je dis que c'est Lyotard qui disait que la philosophie n'est plus dans notre temps
depuis quelques siècles le dialogue. Dans ses débuts, la philosophie était dialogue, donc socratique. Et puis au XVIIIe siècle, avec Diderot, est redevenu un peu dialogue, n'est-ce pas? Il n'y a pas chez Thomas d'Aquin un dialogue. Chez Descartes, quand même, il y a une certaine fraîcheur comment dirais-je, il devient une sorte de directeur de conscience de soi-même, effectivement, un début de l'autonomie. C'est très bien. Et en plus, il y a un récit qu'on appelle Discours de la méthode, qui parle plutôt de ce précepteur. Donc, il fait un roman familial. C'est très joli comme fraîcheur de style. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai peur, personnellement. À la fois, j'avais beaucoup d'attirance à cet enfermement livresque qu'on peut, n'est-ce pas, toujours référer à Cervantes et Don Quichotte, n'est-ce pas? Ce genre d'enfermement, une certaine aliénation, mais très cultivée, mais à la limite ridicule, bien sûr. Mais c'est très rafraîchissante, surtout pour un roman de Cervantes. Alors, si moi, sujet parlant, sachant à peu près ce qu'il dit, qu'il y a des références précises, même s'il ne donne pas tout le temps les références précises, qui fait de petites coquilles, donc des erreurs, non pas seulement de prononciation, il confond des petites choses, parfois il en rejoue avec de Martin, Heidegger, Buber, et là, effectivement, c'est une ironie affirmative, etc. Mais ce sont des figures de rhétorique pour thématiser, effectivement, quelque chose pensable qui n'a pas encore pensé. Voilà, vif du sujet, l'impensé. Comment on va penser l'impensé? Et ça touche à l'ontologie, d'une certaine ontologie qui reste enfermée depuis Parménide, n'est-ce pas, dans cette dualité entre être et non-être, c'est-à-dire vrai et faux, ce qui existe pleinement dans sa plénitude, dans ce pléroman, et ce qui est nul et non avenu, et dont on parle, et c'est un passe-temps qui tombe dans la fourberie et dans l'idiotie. Voilà ce thème que j'aimerais reprendre. Alors, ce qui est pour moi venu jusqu'à ce stade-là, c'est-à-dire un certain scepticisme par rapport à sa propre conduite de pensée, à sa méthodologie. Je me répète souvent que je suis très attentif aux circonstances qui ne fait pas partie de sujets que je choisis ou j'essaie de choisir entre plusieurs sujets qui se présentent, qui se laissent m'advenir, s'il vous plaît. Alors, d'une part, pluralité des circonstances, des éléments épars qui sautent aux yeux ou qui se sautillent comme une sauterelle devant nous. Mais ça aussi, c'est très gênant. Effectivement, j'essaie de trouver un endroit discret, un lieu à peu près isolé, mais c'est comme une sorte de tonneau. Et il y a une ouverture quand même de ce tonneau que j'aurais pu
contempler l'extérieur ou le reste du monde comme dans une monade. Il faut que dans cette caméra obscura, une certaine portion du monde se réfléchit en moi, alors que moi, dans ce cabinet baroque, monadique, je retourne à mes propres pensées, mais tout en me détachant du reste du monde qui continue à se réfléchir en moi. Voilà, toute l'apnis, qui est adorable quand même. Et l'endroit exact que je choisis derrière mes lunettes noires, sous une visière, exactement comme j'ai décrit. Mais ce n'est pas le sujet. Si Moyette était le sujet de mon propos, c'est ça. Il faut commencer par là quand même. Une révolution cartésienne, c'est ça. Il faut commencer par soi-même, réformer ses idées. Oh, je suis très cartésien cogito ce matin. Eh bien, c'était quoi le sujet? Alors, une fois trouvé un certain labyrinthe à suivre, c'est-à-dire on fait une Auseinandersetzung, soit avec Lyotard, soit avec Foucault, comme ce matin. Eh bien, en ce qui concerne Parésia, par exemple, non pas en contradiction avec phronésisme, comme enrichissement, complication du problème de la prudence ou de la gouvernance. Ce sont des vrais sujets à réfléchir, mais on réfléchit tout à travers nos connaissances phrasées à partir de nos régimes de phrases. Voilà. Il faut chercher partout. Enfin, il faut être sceptique sur ce sujet précis. Est-ce que nous avons sorti du caverne? Je ne crois pas. Est-ce qu'on élargit, voilà, un modèle de monadologie? C'est une cabane quand même praticable. Et moi, j'ai choisi comme un tonneau de Diogène. À vrai dire, Dieu sait, j'en cherche. J'ai fait beaucoup d'efforts pour en trouver dans un lieu et temps précis que j'appelais dans mes débuts de la création filmique, ces lieux-là, Parloir, n'est-ce pas? Il y a quelques années, depuis quelques années, je n'ai pas prononcé ce mot, qui n'a pas très français, c'est moi qui ai inventé, je crois. Parloir, c'est comme haut-parleur, n'est-ce pas? C'est une francisme convenable, une québécoise convenable. Parloir. Et écritoire, n'est-ce pas? Ça existe. Ce n'est qu'un accessoire d'écriture, n'est-ce pas? Alors, le lieu que je choisis aussi, c'est un accessoire, c'est-à-dire qui m'introduit à la parole, au logos. C'est grande chose quand même, c'est une sorte de métaphore qui me transporte vers le centre du logos, si c'est possible. Alors, ça vaut à toutes les peines et des efforts. Que peut-on espérer de plus alors? Là, il faut se contenter. Là, je prends du plaisir et je me fatigue, mais ce plaisir, effectivement, comme dans le sublime, c'est un épuisement suivi d'un épanchement des forces vitales d'autant plus fortes. C'est Kant dans le chapitre de analytique du sublime. Donc, épanchement, épanouissement des forces vitales. Qu'est-ce qu'on peut espérer plus? Nous, les mortels, nous contemplons les cieux,
Das Gewiert, n'est-ce pas, les mortels, nos contemporains, vivants, les somnambules, et les mortels, ceux qui ne sont pas parmi nous, Lyotard, Foucault, etc., les absents, et qui sont plus que présents, c'est ça. Das Gewiert, moi je décris Das Gewiert heideggerien. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ce qui est important, c'est ça. Les cieux, qu'est-ce que c'est? L'au-delà, ce qu'on peut espérer le plus, peut-être, avec les termes, non pas païens, mais kantiens. Que puis-je espérer? Et c'était quoi? La Terre, c'est comme antinomie cosmologique. Y a-t-il un commencement et la fin du monde? La Terre, c'est ça. La Terre, globe terrestre. Donc, ce qu'il faut penser, c'est son commencement et sa fin. Et que puis-je espérer de plus? Que puis-je savoir par soi-même et à partir des catégories, avec un bon usage et avec un schématisme, sans tomber dans la croix, Schweinmeier, donc sans devenir fou et prendre des décisions. Voilà. Encore, je suis très livresque, à force de choses. Alors, à force de choses, si c'est a posteriori, ça veut dire que je parle à partir d'un acquis, à partir d'un bagage conceptuel. Et j'en passe des épreuves, tout le temps, ce bagage. C'est un phénomène saturé, ça arrive pas. Moi je fais précipiter, j'anticipe l'événement, ou le phénomène saturé au sens de Jean-Luc Marion. Y a-t-il des phénomènes saturés? Ah oui, effectivement, si vous savez filmer, vous pouvez, donc, une fois dans tous les ans, vous pouvez tomber dans une histoire saturée. Vous pouvez être saturé. C'est comme asphyxié, étranglé, traumatisé ou dans une joie sans pareil. Là aussi, ça va faire la date, c'est-à-dire un certain clou, accrochage, à partir de laquelle vous allez y retourner à toutes les occasions pour creuser le mystère ou pour en savoir plus. Parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les paramètres de la circonstance en même temps et toutes les références sur le chemin de la labyrinthe pour arriver à une solution. Là, on élargit les cercles herméneutiques, on fait des variations eidétiques au sens où c'est lien, et on essaie de aller non pas au-delà de ce qui est, mais voilà. Il faut retourner à cette question ontologique, qu'est-ce qui est précieux? Pourquoi on prend plaisir? Lyotard avait dit que c'est parce qu'on a eu une enfance, un certain traumatisme, parce qu'on est mortel, on a un sens de mortalité, et que la vie humaine, y compris à mon avis, les animaux sont précieux. Voilà, préciosité en question. Quelle est l'importance? Qu'est-ce qu'il est important? Qu'est-ce qu'il importe le plus parmi les préoccupations de ce monde? On a dit qu'effectivement, philosophie, réflexion, c'était une fonction d'atopos depuis Socrate, comme Derrida a montré
dans son petit livre sur Cora, Socrate, il faisait une analogie pour décrire Cora. Il disait que moi aussi je suis comme Cora. Je n'ai pas un topos précis, je suis atopos. Donc, justement, en dehors de toutes ces occupations, métiers, préoccupations lucratives, arts et métiers, ce topos, qui n'est pas un topos, atopos, celui qui n'a plus de propre, mais pas forcément livresque, mais qui se promène dans tous les livres, dans tout ce qui est écrit et rapporté. Il se stationne dans tous les topoïs, il prend tous les positionnements tour à tour, et comme moi l'autre je disais que j'ai fait une grande faute, je cherchais l'altérité, mais il fallait que je devienne autre, tout simplement, voilà. Là aussi c'était une ironie affirmative, et un appel à une épreuve périlleuse. Voilà. J'ai quand même repéré, recensé tout ce que je voulais dire comme une introduction, comme les accessoires de pensée qui nous introduisent à travers tous ces effets paragonaux à l'argon. À l'argon, c'est-à-dire au centre du pyramide, au tombeau central dans lequel on soupçonne qu'il y avait une vibration de l'âme encore vivant. C'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas simplement un livresque, mort, excrément, Ézéchiel, mais quelque chose qui tombe comme un tombeau, mais quelque chose qui est éthéré, aéré, qui est vital, etc. Voilà. Encore les lieux communs, apprises, et des références discrètes, comme toujours. Je le fais. Et on est sceptique parce que on ne sait pas si, à travers tous ces raffinements quand même, on ne sait pas si nous ne sommes pas dans une répétition indéfinie. Et Heidegger a appris à assumer cette nécessité de la répétition qu'il appelait ontologique. Si on ne répète pas, si on ne passe pas par tous les logoi, dissoi, logoi et topoi, à tous ces positionnements qui montrent les Stellung, c'est-à-dire des thèses d'être. Il y a un article, n'est-ce pas, de Heidegger qui s'appelle la thèse ontologique de Kant. On ne savait pas qu'il y avait une thèse ontologique, Kant. Voilà, il en a. Si vous pouvez lire à la manière de Heidegger. Voilà. Et non-être, ce qu'ils appelaient non-être. Nul est non avenu. Voilà ce que je suis en train de faire, tout en étant atopos et tout en parlant sur les autres, sans dire quelque chose, tout en repérant les éléments de la circonstance et qui changent d'un jour à un autre, mais effectivement plus ou moins le même, et c'est la vanité de la vanité, c'est de la quoi, frivolité de la frivolité, divertissement de la divertissement, passe-temps pour le passe-temps, jeu pour le jeu, alors que Kant disait que sublime c'est pas un jeu, comme il s'agissait du beau, rapport au beau, ça ne nous laisse pas libres. C'est une affaire sérieuse dans l'occupation de l'entendement qui s'écrase. Voilà, on cherche
quelque chose sous lequel on serait écrasé. Dans un phénomène saturé, nous pouvons étrangler, asphyxier, et c'est la mort. Nous cherchons plutôt une mort. Nous préparons à une mort qui serait digne de mourir. Ça aussi, c'est une très bonne thèse, sérieuse. La philosophie, c'est une préparation indéfinie et apprendre à mourir. Depuis Socrate, c'est ça. Ce qui manque, c'est cette franchise de pouvoir le dire ouvertement. Dire la chose la plus importante, c'est savoir mourir, tout en essayant d'apprendre à vivre. C'est ça. S'apprendre à vivre, s'apprendre à mourir, la chose la plus difficile. Moi, je répète un proverbe français comme Hegel en français dans le texte, sauf qui peut. Qu'est-ce qu'on m'a sauvé? Qu'est-ce qui est précieux? Préciosité, effectivement, ça aussi c'est un concept. Style précieuse, c'est encore quelque chose léger apparemment, qui n'est pas sérieux. Maniérisme, ça pas sérieux, etc. Voilà, les eaux dans lesquelles j'essaie de me nager et me sauver avant d'être m'étouffer et m'étrangler. Il faut que j'arrête là. Ben, il y a une vie vitale. C'est par preuve que j'ai entamé cet enregistrement. Et dans mon tonneau, je suis dérangé, mais sans trop, parce qu'il y a une distance et une bonne air en plein soleil, etc. Alors, dans le tonneau, ou bien dans son caverne, ou dans son monde de Sinaï, prenons comme exemplaire Moïse. Alors, il était dans l'isolation, jeûne et mortification, je suppose, et il attendait une certaine réponse de la part de Dieu, etc. Donc, ça prenait du temps. Il fallait attendre, mais son peuple lui attendait, mais le peuple, quand même, il s'en patientait et ils étaient à la fin indifférents. Ils ont retourné à leur vie quotidienne, c'est-à-dire sport, affaires, transhumance, etc. Et, entre autres, bien sûr, observer comme Skeptomena les cultes connus, habituels. Il ne faut pas dire qu'ils ont retourné à leur ancienne religion. On ne peut pas changer de religion dans une vie. Et tout le temps, il faut des preuves quand même tangibles. Et Moïse, il cherchait la preuve. Un certain cogito travaillait. Entre parenthèses, premier état, c'était Dieu, enfin. Je voulais commencer à mon discours ainsi, d'ailleurs, je me souviens maintenant, et donc on efface plein de choses pour commencer un discours plausible, publiable et tout. Donc, je voulais parler de Dieu en tant que collecteur de prépuce, selon la définition de James Joyce, qui existe bel et bien dans la Bible, Ancien Testament. Premier état, c'est Dieu qui collectait le prépuce, c'est-à-dire il collectait d'impôts. Alors,
le plus sûr impôt comme une carte d'identité qui donnant, distribuant des identités par soustraction, c'est-à-dire en coupant les prépuces. Donc c'est Dieu qui a besoin de prépuces comme un enregistrement démographique de son tribu. Donc il fallait compter, énumérer, recenser les membres du tribu. Combien de personnes m'appartiennent. Donc Dieu, non pas ex machina, mais comme une bureaucrate qui connaît les accessoires qui permettraient à accéder au cœur de l'homme par le prépuce. La femme appartient à l'homme qui manque de prépuce, etc. Donc, soyons clairs. Premier, il n'y a pas de meurtre, c'est-à-dire il n'y a pas assassinat fondateur comme dans le Moïse totémisme de Freud, ni comme on peut parler de René Girard, qui ne répétait que Freud, mais en restant fidèle à l'essence du christianisme. Donc meurtre un Dieu qui se, non seulement qui se mortifie en tant que prophète ou simple messager, et qui se donne, qui s'offre au sacrifice en dernière fois. Bon, c'est une interprétation paulien apparemment, qui a fondé une deuxième fois le christianisme. Kant, étonnamment, dans la métaphysique de mœurs, sans être obligé, il citait Jésus, qui disait, enfin une citation c'était comme ça, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle en moi, quelque chose comme ça, c'est le Père en plus qui parle, c'est pas moi qui parle, donc atopos. Voilà, c'est pour dire que même, pourquoi Kant citait ça sans aucune raison, c'est montrer que la loi morale n'a pas besoin de messagers ou de enchâssures, c'est-à-dire des accessoires de la vérité. Mais médium, en tant que Christ, devenu fils. Pendant des heures, je pensais enfoncer, je n'arrive pas à résoudre ce petit problème, filialité, filiation, etc. Fils, ça donne fils. Et ficelle, ça donne fille et aiguille. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Alors, parce que l'article féminisé ou masculinisé fait toute l'affaire en arabe et en français. Donc notre langage, c'est en dehors de cette structure. Quand on voit le peuple, on pense la révolution. Ce n'est pas Soma qui sera la géole, mais c'est Sema. C'est la signification, plus précisément le langage qui est notre prison. Et ce n'est pas notre corps qui est l'ouverture. Mais d'une autre façon, c'est le langage aussi, c'est une ouverture qui nous enferme, comme notre corps qui nous cerne dans nos limites convenu. Changement de positionnement peut se effectuer par la voie de vestimentaire et le verbe affuber.
c'est un peu bizarre et ça ressemble beaucoup à Fablé. Montre si ça se fait gentiment, à mon avis, à Fubé, ça montre une moyen de montrer son orientation, c'est-à-dire tracer sa ligne, non pas de conduite, mais un point de fuite et qui aura une continuité virtuelle, ou bien ça va être bloqué. Donc c'est une trace, une certaine esquisse. L'homme n'est qu'une esquisse, recherche. La transcendance voulue, souhaitée, appelée, ne manque jamais d'arriver. Alors, toujours la réalité saturée dépasse toujours toutes sortes d'imagination. À partir de ce point-là, mes paroles n'ont aucune signification, c'est-à-dire que tout ce que je peux relater ici ne sera pas convaincu de votre part. Enfin, une fille qui a grimpé un mur de 4 mètres simplement pour ramasser une balle qui s'est perdue. Là, elle a pu descendre avec l'aide de ses camarades quand même, mais tout seul, et s'est laissé donner vide pour redescendre parmi nous. C'est-à-dire que sans utiliser le chemin correct, mais un peu détourné, il n'a pas pris la rue, il n'a pas pris la porte principale, il a réglé toutes les affaires dans le jardin, à court, complètement bloqué par le béton. Il faut se rappeler que c'est encore Foucault, vers la fin de Les mots et les choses, qui disait que dans notre époque, dans les débuts de notre ère, donc début de notre modernité, le monde tendait à se disperser, c'est-à-dire les pluralités des topoi, des positions, positionnant des impôts, etc. Donc le monde se dispersait. La littérature moderne a pris au devant de la scène en se ressemblant. Seule préoccupation d'un romancier, c'est rassembler en un tout à peu près significatif ce qui se passe, qui n'a aucune signification définitive, qui n'entre dans aucune catégorie. Donc, un romancier devrait catégoriser, faire une sorte de causistique. Ils apprenaient le droit, ces jeunes gens, pour glotter un peu à la manière des bourgeois, et dans la table des bourgeois, et pour en faire des connaissances et des mariages arrangés. Et bon, en Russie, c'est à peu près la même chose, mais ils ont quand même des choses à ramasser autrement, c'est-à-dire orthodoxie, Dieu, tout ça, on peut tout arranger en littérature, dans une prose, dans une poésie. Poésie un peu souffrance, parce que c'est saccadé, ça ne rassemble pas, ça n'arrive pas à rassembler. Et roman non plus. Enfin, grand roman, comme on dit,
Königensweg, par exemple, enfin, ça rassemble tout, mais sans pouvoir rassembler, parce qu'on ne peut plus rassembler en un tout significatif. C'est ça. Non pas énigme, mais l'état de choses, tel que Foucault a diagnostiqué, assez quand même tôt ou tardif. Voilà. Un Victor Hugo, Émile Zola, à quoi ça sert? S'accommoder avec les grains de sable qui sont dans le désert, des denrées. C'est étonnant parce que j'ai vu pour la première fois dans ma vie un peintre colporteur, c'est-à-dire il peut faire non pas tatouage mais un sigle sur le visage à tout le monde. C'était donc l'essence du fondamentalisme sans fondement, et ça se fonde par imitation. Certains parlent de la transcendance des images qui dépasserait tout jugement cognitif, descriptif, constatif. C'est vrai dans ce sens-là, mais une transcendance, c'est autre chose, c'est-à-dire contraire, cette proposition est contraire à l'usage officiel classique de la philosophie. Et le mot transcendance, c'est autre chose, mais transcende, oui, les images transcendent les mots, les définitions, etc. Ça aussi, c'est vrai. Et Roland Barthes a trouvé une solution de distinguer entre deux sortes d'images, images obtuses et images obvies. Je crois que c'est l'image obvieuse qui sera, qui transcenderait légende. Légende, c'est-à-dire image expliquée par une définition, par une parole. Moi, j'utilise d'une manière courante légende au sens Barthes, mais avec une ironie. Donc je ne décris pas l'image, mais d'une certaine façon, je le cloue, je le fixe d'une manière transformateur. Disons, enfin, je montre quelque chose et je nomme autre chose, donc je le scelle. Ce sont des images momentanément scellées par mon appellation. Je dénomine, c'est ma souveraineté filmique. Compendium Judae, je prononce mal, mais une œuvre existe sous ce titre. Il faut que je me consulte.